Rebondir sur le constat qui a été fait de la faible efficacité du shaming en France. Moi, je crois que notre tradition républicaine fonctionne certes sur des évolutions culturelles, mais quand même sur les évolutions de la loi. Le principe républicain, c'est la loi qui pénalise ou qui sanctionne celui qui ne respecte pas les principes et la loi. Et justement, une espèce de flou qui a été installé pour imaginer que la France soit un pays anglo-saxon dans lequel le fait de dénoncer l'autre aurait un effet culturel spontané, ce qui déjà dans les pays anglo-saxons est modéré, mais qui en tout cas n'est pas le cas dans un pays comme la France. Donc il faut que nous nous préoccupions de deux sujets. La loi doit être plus sévère et plus efficace, et deuxièmement, les moyens d'appliquer la loi doivent être garantis. C'est ça les deux batailles qui n'enlèvent rien à tout ce qui a été dit sur l'importance de l'éducation populaire, sur la mobilisation sociale, sur l'évolution des consciences qui doit être engagée. Je pense en particulier là-dessus, au fait que les collectivités locales devraient, puisqu'on va avoir bientôt des élections, les prochaines élections, c'est les européennes d'abord, puis les élections municipales. Et là, il faut commencer à travailler pour que dans les programmes municipaux, au moins ceux de la gauche et toute une série de partis, l'exigence de mise en place de structures de veille, de travail collectif sur le terrain contre les discriminations soit mise en œuvre. Parce que ça contribue à l'évolution culturelle et à la capacité de voir comment on peut agir ensuite. Mais néanmoins, il faut agir au niveau de ce qu'on peut faire au niveau des lois. Alors moi, je vois déjà un premier point. C'est que c'est pas parce que des batailles ont été perdues qu'il faut arrêter de les mener. Et si je comprends bien sûr que le testing c'est l'évolution culturelle, je dois dire que j'ai une certaine impatience, vu mon âge, de mener des combats pour faire évoluer culturellement la prise de conscience collective et de me rendre compte que autant il y en a qui prennent conscience d'un côté, autant le Front National et les thèses d'extrême droite ou de droite dure se renforcent aussi. Donc moi je crois qu'il faut se poser maintenant les questions de continuer des combats et de les faire partager par les forces politiques et les forces qui sont représentées au Parlement. Premier combat, le CV anonyme. Deuxième, pour l'embauche. Parce que dès qu'on a une idée, tout de suite on nous dit, et je l'ai encore entendu, c'est pas efficace. Oui d'accord, mais tant qu'on ne l'a pas mis en œuvre, on ne voit pas jusqu'où elle peut être utile et jusqu'où elle ne l'est pas. Et comme en général on n'a rien trouvé d'efficace en face, eh bien, on abandonne la proie pour l'ombre. Donc le CV anonyme doit rester une bataille et je pense qu'il faut écrire dans la loi l'obligation du CV anonyme. De la même manière, l'anonymisation de la demande en HLM mérite d'être à nouveau reposée. Troisièmement, je pense qu'il y a, par exemple, quand la police fait un contrôle, il ne faut pas abandonner l'idée du certificat de contrôle de la personne. On va avoir, certes, les caméras embarquées, la embedded machin, on va pouvoir faire une évaluation. Alors ça, c'est le deuxième sujet que je crois important, c'est qu'il faut qu'on trouve les moyens que les parlementaires jouent pleinement leur rôle d'évaluation et de contrôle de l'action publique. Et je crois que là, il faut qu'on mobilise toutes les forces qui, au Parlement, sont préoccupées de ce point de vue. Mais ils ne peuvent faire ce travail qu'en travaillant en lien étroit avec les associations, voire d'autres collègues qui sont plus parlementaires, qui ont mené les batailles pour obtenir dans le droit des avancées. Je pense à la loi égalité, citoyenneté, Marianne et quelques autres. Je crois que c'est très important qu'on puisse les entendre parce qu'en général, le gouvernement nous dit « votre proposition n'est pas bonne, mais on s'attachera dans l'application, on n'a pas besoin d'écrire dans la loi, et puis on verra dans l'application ». Et bien justement, il faut reprendre ces débats et voir ce qu'il en est dans l'application. Il faut être d'une grande rigueur, et si les parlementaires n'arrivent pas à imposer ce travail, on peut là faire un travail d'articulation entre le monde associatif, les élus locaux et le Parlement pour publier une sorte d'évaluation citoyenne d'un certain nombre de dispositions pour dire vous nous avez dit qu'elles allaient être efficaces, elles ne le sont pas. Donc on propose en alternative tel ou tel point. Troisièmement, il y a effectivement à réfléchir aux moyens qui doivent être mis en œuvre pour que les lois soient mieux appliquées. Moi, je reste convaincue qu'il faut une police spécialisée dans la lutte contre les discriminations. Pour des raisons, alors là en tant qu'élu local, pour des raisons que vous avez bien décrites, c'est-à-dire dans l'actuelle police,
eh ben, nous avons, je suis modérée, une motivation relative des forces de police, selon les territoires, à faire la preuve de ces discriminations. Donc, on a même des policiers qui considèrent que, franchement, se plaindre quand on est de couleur noire et qu'on ne devrait déjà pas être là en France, ou qu'on est arabe et qu'on ne devrait déjà pas être là en France, inutile de vous dire que leur motivation pour lutter contre la discrimination et faire la preuve est évidemment très faible. Donc, il faut des services spécialisés qui doivent promouvoir des savoir-faire, des méthodologies qui éclaireront l'action publique et la loi à venir, parce qu'ils auront été confrontés au réel et ils verront sur quoi ils butent, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc ça me paraît être une bataille importante. Alors quand mener ces batailles? On va avoir à nouveau une énième loi sur le terrorisme, la sécurité, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont mettre là-dedans. On en a tous les quarts d'heure, il nous a annoncé la police de proximité. Bon, on va avoir des lois qui vont revenir et sur lesquelles il va falloir qu'on outille les parlementaires sur des amendements ou des ajouts, etc., qui doivent être importants. Le troisième sujet que je trouve utile à travailler, mais honnêtement, j'ai peu le temps de faire ça encore, mais je pense qu'on peut y travailler avec d'autres, c'est est-ce que la médiation pénale marche? Parce que c'est vrai que dans certains cas, la médiation pénale pourrait être une bonne solution. Normalement, le défenseur des droits devrait promouvoir ce type de choses. Donc il le fait. Je ne sais pas si ça a augmenté beaucoup en nombre. Pas pénal, mais médiation tout court. Voilà. Donc il me semble qu'il faut qu'on fasse le point sur la médiation. Est-ce qu'il faut qu'elle devienne pénale dans certains cas? Et en tout cas, il me semble que c'est une voie qu'il ne faut pas négliger. Et de ce point de vue, il y a aussi, quand on parle des moyens, moi je crois qu'il faut qu'on se mobilise pour que les maisons de la justice et du droit s'outillent davantage sur ce type d'information et de mobilisation, parce que j'ai vu que par exemple, celles que je connais, se sont attaqués à la question des femmes, violences faites aux femmes, d'ailleurs plus que harcèlement, mais plutôt violences faites aux femmes. J'en ai vu peu travailler sur la lutte contre les discriminations, informer, échanger, sensibiliser les victimes à venir se faire connaître, trouver les moyens juridicaux, conseils qui leur permettraient de faire valoir leurs droits. Donc ça, il me semble que c'est un point supplémentaire. Alors j'insiste lourdement sur le fait que nos concitoyens ont l'impression d'une certaine impuissance à qualifier des délits, qu'ils soient le harcèlement, la violence, quand elle n'est pas la violence, morale, qui est faite sur les personnes, à qualifier les délits quand il y a justement discrimination. Il faut donc qu'on travaille davantage à la capacité de qualifier les délits. Et moi, pendant longtemps, je n'étais pas fanatique de l'action de groupe. Parce qu'on disait, finalement, il y a des lobbies. Bon, mais pour l'heure, je pense quand même que l'action de groupe doit être renforcée dans toute une série de domaines où on sait que l'interpersonnel ne sera pas suffisant. Dans le même état d'esprit, il me semble qu'il faut qu'on travaille techniquement à comment mieux qualifier. Alors, soit vous pensez que ça fait juridiquement, on est au taquet, on a ce qu'il faut, mais le testing judiciaire, si je puis dire, doit être mieux reconnu, mieux délimité, parce que comme ça, il nous permettra d'agir davantage. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire autour du droit et des pratiques. Et je voudrais terminer, parce que tu as posé la question à ma collègue, et je vais y achever. Comment se fait-il que la gauche au pouvoir n'ait pas fait plus et mieux que ce qu'elle a fait? Et pourquoi elle ne s'est pas accaparée de ce sujet? D'abord parce que, alors je ne vais pas reprendre les débats sur le reste de la politique de la gauche et la manière dont on est au pouvoir, mais moi je pense plutôt à l'avenir. Ce qui m'a frappé, c'est toute une série de choses, d'engagement soit du président, par exemple le contrôle au faciès. Avait été par exemple théoriquement voté par le Parti Socialiste. Mais quand j'allais voir les camarades, parce que je faisais des réunions pour les élections, j'en disais, on l'a voté.
ne savaient même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vrai débat dans les partis politiques pour s'attaquer au plus près du terrain. Les sections, chez nous, au PS, ailleurs, c'est d'autres formes. Mais il est très important que les partis politiques redeviennent une intelligence collective qui, quand ils produisent des propositions en lien avec la société et les associations, elles s'approprient réellement leurs engagements. Et que ce ne soit pas 3 bandes de techno d'un côté, tel think-tank de l'autre, le candidat qui, pour obtenir des voix, prend des engagements. Bref, sans qu'on ait une espèce d'armature collective qui porte cette bataille. Et donc, moi, je crois au parti, d'autres penseront à d'autres choses, je m'en moque de la forme. Je crois au collectif pour s'engager, pour qu'ensuite l'action publique soit relayée, portée, engagée par des hommes et des femmes qui ne peuvent pas se dérober parce que le reste, une large partie de la société, si je puis dire, est là pour être vigie, est là pour porter la bataille. Parce que même à supposer qu'on ait eu un Premier ministre plus motivé sur les papiers les certificats récipicés, vous avez une pression culturelle. Et la plupart du temps, à part les hyper militants que vous êtes, quand dans le café les gens disent quand même on ne va pas demander aux policiers de remplir un papier à chaque fois qu'ils font un contrôle d'identité, personne ne répond dans la société. Parce qu'il n'y a pas eu les gens ne se sont pas appropriés cette bataille. Et après, quand on explique, ça a eu lieu ailleurs, justement, ça évite de contrôler pour n'importe quoi parce qu'il est obligé de faire un papier, etc., etc. Vous avez des arguments qui commencent à faire un rapport de force politico-culturel. Les deux sont nécessaires. Moi, je conclue là-dessus. À l'étape où nous sommes, il faut qu'on exige du Parlement qu'il évalue, il faut qu'on prépare des améliorations juridiques, notamment sur les batailles. Il ne faut pas renoncer parce qu'on ne les a pas gagnées. Et troisièmement, je pense qu'il faut imposer à l'ensemble des partis politiques, des forces politiques, puisque c'est le champ où je travaille, qu'elles soient au niveau local pour les municipales, que ce soit au niveau européen pour les élections européennes, ou que ce soit pour l'avenir de leur programme à proposer à nos concitoyens, il faut leur imposer que cette question de la discrimination soit posée maintenant et pas au dernier moment quand il faut faire le programme. Il faut les obliger à prendre des positions maintenant et en permanence pour qu'ils soient en situation de mobiliser leurs militants, leurs cadres, leurs forces politiques et se préparer à pouvoir prendre des engagements qu'ils tiennent.